Vous êtes bien sur la belle radio-télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Et vous êtes là, branchés, connectés sur Savoir Chauffer. Et je crois que les sujets que nous avons choisis pour vous ce matin, eh bien, vont permettre de faire monter quelque peu le mercure parce que il y a matière à débat. Vous savez que tout cela va être arrosé de très bonne musique. Il y a sur le continent de très bons artistes et nous avons décidé de ne pas les mettre dans la marge, de les inclure dans cette émission et de faire en sorte que vous ayez un bon mix de sujets politiques, sociaux, culturels, économiques et accompagnés de bonne musique. Nous sommes comme d'habitude sur un plateau éclaté. Vous savez que Ça va chauffer, c'est un talk show avec comme participante, comme chroniqueuse les Georgettes qui se retrouvent disséminées sur le continent et même en Europe. Et je vais même commencer par l'Europe, dire bonjour à Adrienne. Adrienne Kofi Moroni, comment allez-vous? Je vais bien. Vous allez bien? Oui. Ça va mieux? La pression du coronavirus est en train de tomber? Bah, juste un tout petit peu. Seulement un tout petit peu? Oui, juste un tout petit peu. Voilà, le gouvernement a déconfiné les 3/4 du pays depuis le lundi 26 avril. Oui. Donc, voilà, on essaie de se laisser un peu aller, mais tout en observant les mesures barrières. On ne peut pas faire autrement. Il ne faut pas trop se relâcher. On sait que quand on est en plein printemps en Europe, eh bien, les fleurs, eh bien, ça donne un joli décor, les oiseaux, ça chante, et ça fait que oui. bon, on est un peu plus content que d'habitude. Je vous reçois difficilement. Ah, difficilement. Bon, alors, je vais vous souhaiter une très bonne fête du travail. Hein, je n'ai pas de muguet à vous offrir, mais je vous souhaite une très bonne fête du travail. Je vous fais un gros bisou. Hein, merci. Sur la joue. Et là. Voilà. Vous avez choisi laquelle? La droite ou la gauche? La droite. La droite, ok. Oui. Je vous retrouve tout à l'heure. Ok, ça marche. Je vais vous présenter une nouvelle Georgette. Vous savez que depuis que nous sommes ici à Dakar, eh bien, les Georgettes se succèdent et ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Bintou. Bintou Bey Samake. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Ok, je vous donne l'occasion de parler un peu avec Adrienne, qui se trouve là-bas à Milan, en Italie. En Italie. Bonjour Adrienne. Bonjour Bintou. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien. Et vous? Ça va très bien, merci. Heureuse de partager cette émission avec vous. Moi aussi. Très ravie de faire votre connaissance. De même. D'accord. Alors ici, il n'y a pas de confinement. Mais il y a des chances. Vous avez de la chance. C'est de la chance? Ben oui, s'il n'y a pas de confinement, vous êtes chanceux. Pas arrêter de se propager, même s'il y a un ralentissement, hein, n'est-ce pas? Je crois que c'est bien. Dans le même temps, les acteurs économiques sont en activité, hein, parce qu'il y a quelques semaines, c'était difficile avec le confinement, mais bon, chaque pays a ses réalités et certaines réalités du Sénégal sont difficiles à avaler, n'est-ce pas, Bintou? Oui, il y a eu cet incendie. Oui, alors il y a eu cette semaine un incendie dans un hôpital, l'hôpital Linger, qui s'est en fait terminé avec la mort de 4 nouveau-nés et 2 autres nouveau-nés qui ont été blessés. Aïe. Donc c'est quand même un incendie plus que mortel et très important qu'on déplore malheureusement. Dû à quoi? Incendie dans un hôpital. Hein, oui, incendie dans un hôpital dû malheureusement au dysfonctionnement de certains matériaux, au matériel qui n'est pas de bonne qualité. Apparemment, ce serait des ampoules qui ne seraient pas de bonne qualité, qui auraient explosé, qui auraient pris feu sur les moustiquaires. Ah ouais. Du coup, il n'y a pas aussi de personnel, donc l'incendie a dû vite se propager. Et puis, est-ce que sur les murs, il y avait des extincteurs et tout ça? Sûrement qu'il n'y en avait pas ce genre de choses. Donc, les hôpitaux ne sont pas assez équipés. Le manque de matériel fait qu'on arrive malheureusement à ce genre d'accident. Et le directeur de l'hôpital a dû démissionner? A dû démissionner, oui. Ouais. Suite à cet accident, je pense que c'était la meilleure chose qu'il pouvait faire, malheureusement pour lui. Ouais. Et voilà. Même si ce n'est pas volontaire? Bon, ben c'est une responsabilité tout de même. Exactement, c'est sa responsabilité. Il n'y a pas eu que ça? Non, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu aussi le projet de loi qui a été voté, je pense, pour les parrainages lors des votes. La CEDEAO. La CEDEAO, c'est ça. Oui. Donc,
Ça a fait un peu de rebondissement apparemment au Sénégal. Les gens ne sont pas forcément très contents de cette décision. Ah oui, qui n'est pas content? Certainement qu'il y en a qui sont contents et puis d'autres non. Oui, ça n'arrange pas tout le monde, on va dire. Alors, il s'agit de quoi exactement? Vous connaissez le parrainage, vous êtes candidat, vous voulez être candidat à une élection, eh bien, on vous demande de vous faire parrainer par des élus ou bien par les électeurs, etc. Et des fois, c'est utilisé comme filtre pour empêcher qu'il y ait beaucoup de candidats. Voilà. C'est ça. Et il y en a qui disent que bon, il faut laisser libre cours, il faut que chacun puisse se présenter et puis les électeurs vont décider. Vous, votre avis, c'est quoi? Je suis de cet avis. Je pense qu'il faut laisser la liberté à tout le monde de pouvoir se présenter. Mais des fois, il y a 300, 400 candidats parce qu'il y a tellement de partis politiques dans nos pays. C'est vrai, mais bon, peut-être que c'est mieux aussi d'avoir plus de choix et que d'avoir moins de personnes qui vont se présenter, qui seront peut-être moins représentatives de la population et des besoins des gens. Donc si ça a été annoncé pour le Sénégal, cela veut dire que ça va l'être également pour la Côte d'Ivoire, pour le Bénin et pour un certain nombre d'autres pays qui ont utilisé ce procédé pendant les élections dernières. Je vais vous abandonner quelque peu. On va revenir à vous. On est ensemble ici sur ce plateau. Je vais prendre la direction d'Abidjan pour retrouver Pulchéry. Alors, je dis Abidjan avec le risque de me tromper, parce que Pulchéry peut être aujourd'hui à Abidjan, demain à Bouaké, après-demain à Divo, une autre fois encore à Grand Bassam. Alors, Pulchéry, vous êtes où exactement? Sinon, à Yamsokoro. Vous êtes? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Bonjour, Pulchéry. Bonjour, monsieur le DG. Vous êtes où? Je suis à Grand Bassam. Je suis à Grand Bassam. Alors, vous êtes chez vous, tranquillement. Oui, tranquillement à la maison, voilà. Ah, très bon week-end d'ailleurs. Ok. Alors nous sommes heureux de vous avoir. Je vous souhaite un très bon week-end déjà, et puis je vous souhaite une très bonne fête du travail. Oui, vraiment, parce que ça fait quand même un bout de temps que je ne me retrouvais pas dans la team de Ça va chauffer, mais je suis de retour, je suis bien là ce matin. Et je profite de l'occasion pour souhaiter très belle fête au travail. Merci DG, très belle fête de travail à l'équipe Ça va chauffer, à la tête de cette grande télévision-là, donc le PDG. À vous également, monsieur le DG, puis toute l'équipe technique, toutes les chroniqueuses et tous les animateurs de la Belle TV Radio. Merci. Merci, pareillement à toi. Merci beaucoup. Alors, Abidjan ne chôme pas également, hein, il y a toujours des événements. Dites-nous un peu pourquoi les populations sont en colère contre la compagnie ivoirienne d'électricité, la CIE. Ouh, ça c'est l'actualité dominante en ce moment en Côte d'Ivoire. C'est vrai que depuis un certain moment, depuis des jours déjà, on subit des coupures d'électricité un peu partout. Au départ, c'était dans certaines zones. Oui, au départ, c'était dans certaines zones du pays. Mais depuis avant-hier, je crois, dans la nuit de jeudi à vendredi, toute la Côte d'Ivoire a dormi dans le noir entièrement. Donc tout le monde se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe véritablement. Bien sûr, on a eu des internautes de Gagnoa, de Dabou, de San Pedro, un peu partout. Même à Bassam, on a vécu ça également. Donc oui. Vous savez que les médecins conseillent de dormir dans le noir? Ça fait du tout le monde a dormi dans le noir total. Tout le monde, même la Miss Côte d'Ivoire, pour revenir un peu à quelqu'un qui se dit sur la toile, que tout le monde a dormi dans le noir. Alors voilà. Comment est-ce que les populations manifestent leur désapprobation, leur colère par rapport à cette situation? Manifestent le mécontentement. Il y a 2 semaines de cela, j'avais suivi un petit reportage. C'était la population de Songon. Songon, c'est un quartier derrière la zone de Yopougon. Et les riverains de là-bas, c'était... Oui, Yopougon, c'est une commune. Yopougon. Adrienne est très bien placée pour décrire ce que c'est que Yopougon. C'est la plus grande et la plus joyeuse commune de la Côte d'Ivoire. Je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus. D'accord, je vais vous laisser le temps de retrouver. Eh bien, les riverains de cette commune-là s'étaient levés pour marcher afin de contester... disons qu'ils recevaient des factures malgré qu'ils n'avaient pas de courant. Ils ont fréquemment des coupures d'électricité dans leur zone. Et là, on profite aussi pour lancer un appel à tous ces dirigeants
à tous ces grandes personnes qui gèrent cette compagnie-là vraiment de penser aux populations parce que c'est pas évident. Alors, il y a le travail qui se fait à partir du courant et tout ça. J'ai vu sur le net que certains posent la question à la compagnie d'électricité qui va me rembourser tous les vivres que j'avais mis dans mon congélateur et qui sont abîmés. Oui, c'est la question qu'on se pose en ce moment. Et c'est pas facile. Chérie? Comment? Je demande, votre congélateur, il était plein? Allô, monsieur Georges? Vous m'entendez plus? Si vous m'entendez plus, eh bien, je vous abandonne. Hein, pour, Non, ne m'abandonnez pas, monsieur Georges. Je voulais faire un petit coucou à ma PDG, à ma boss, Marie-Thérèse Bois, épouse Nguesson, pour son amour. Faut nous montrer sa photo. Très belle fête de travail. Et bonne fête de travail également à monsieur Alao Timothée. Ok, voilà. Nous aussi, on lui dit bonne fête du travail. À tout à l'heure. Oui, alors, oui. On va parler quand même de cette situation qui s'est produite à l'aéroport international d'Abidjan, l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, qui avait enregistré, je crois c'est hier, hein, le retour d'un certain nombre d'exilés. C'est ça? Oui, c'était hier le retour d'un certain nombre d'exilés, dont M. Kone Katina et également la sœur de l'ex-président nommé Koudou Jeannette. Leur retour sur le terre natale. Il y avait du monde à l'aéroport, il paraît. Oui, du monde. J'ai pu quand même voir certaines images, j'ai pu écouter certains commentaires. Ça, c'était juste après. Sinon, au départ, l'accueil des populations, des partisans de leur parti était présent. En tout cas, c'était une très belle ambiance, un accueil chaleureux. Mais ça faisait... Ça a dérangé les autorités. Oui, j'ai pu constater cette très belle image du député Laurent Akoun qui a pu accueillir à bras ouverts son frère Kone Katina. Vraiment, c'est une très belle image, une image émouvante. Okay, vraiment, la Côte d'Ivoire a besoin de ce genre de moments-là. On attend de voir ce que ça va donner. Le retour de Laurent Gbagbo. On va voir ce que ça va donner. Et puis, chérie, attends mon retour aussi. Oui, j'attends ton retour et j'attends également le retour de tous les ex-exilés. Oui. Ben, on attend votre retour également à Abidjan. Vous avez passé un peu trop de temps, non, en Italie, hein? Oui, avec un peu de sauce graine, avec le foutou et tout. Avec le corona et tout ça, on est fatigué. Monsieur Georges. Oui. Vous êtes superbement habillé ce matin. J'adore ce style-là. Ah bon? Merci beaucoup. Oui, très canon. Ah bon? Merci beaucoup. Sors un peu du cadre. Merci beaucoup, Pulchérie. Je ne vous avais pas souhaité une bonne fête du travail. Hein. Je vous abandonne, Pulchérie, à tout à l'heure. Je ne vous ai pas souhaité une bonne fête du travail. Je vous souhaite une très bonne fête du travail. Je n'ai pas de muguet à vous offrir, mais... L'intention est là. Hein? L'intention est là. Ok, je vais le faire comme on le fait aujourd'hui, avec les images... qu'on a sur le net. Sur le net, ça va. Aujourd'hui, ça a remplacé toutes les cartes de vue, les cartes postales. Maintenant, c'est comme ça, tout est numérique. Ouais, tout est numérique. Les messages WhatsApp et c'est fait. Ok. Alors, vous savez que nous avons la possibilité également d'aller au Cameroun et de retrouver une charmante Georgette qui s'appelle Carole. Bonjour, Carole. Bonjour. Bonjour, Georges. Ah, Carole. Bonjour, Georgette. Carole. Bonjour. Alors, Carole, les Ivoiriens sont fâchés avec vous. Vous savez pourquoi? On en fait encore. Vous les avez contaminés, vous les Camerounais. Vous les avez contaminés avec vos histoires de délestage électrique. Ah, vraiment? Ah, vous savez, on dit que il y a une artiste, je ne sais pas si vous la connaissez, j'en suis sûre, Lady Ponce. Oui, artiste, je l'ai vu ce matin même. Chanteuse dans la télévision. Qui a dit que Camerounais et Ivoiriens, c'était des frères, même père, même mère. Ah. Des jumeaux. Donc, si, ça, je confirme parce qu'il y a plusieurs niveaux qui l'ont démontré en tout cas. C'est confirmé par Pulchérie? Oui, c'est confirmé. Alors, ça continue là-bas, le délestage, les oui. d'électricité? Oui, bien sûr. Il y a même une blague qui circule depuis ce matin qu'on a annoncé
un direct du ministre camerounais du Travail et de la Prévoyance sociale qui doit faire un direct entre 10h et 11h. Oui. Et beaucoup d'internautes qui réagissaient à cette information sur sa page Facebook lui demandaient s'il est au courant qu'il y a des quartiers qui n'ont pas d'électricité, dont des populations qui n'ont pas électrique. Oui, qu'on espère qu'il a bien mouillé la barbe de la compagnie de distribution d'énergie pour que elle puisse excuser les gens entre 10h et 11h et qu'elle donne de l'électricité à tout le monde pour que voilà, que son discours soit suivi par la plus grande masse. Donc on lui demande de négocier avec la. Ah ouais. On demande au ministre de négocier avec la compagnie de distribution pour que on puisse suivre son. Attention, Carole, il ne faut pas parler trop fort, sinon il risque de couper. Hein? Ça risque de couper avant la fin de l'émission. Hein? On va leur dire, coupez pas, hein? Laissez-nous aller jusqu'au bout de cette émission. Alors, Carole, il y a un monsieur qui m'étonne au Cameroun. Je crois, il est sorti ou il n'est pas sorti? Il est encore en prison, monsieur Lebou. On parle de sa sortie, mais il n'est pas sorti. Il est encore sorti. À la prison. Il est encore à la prison. Parlez-nous un peu de ce monsieur. De Nkondengui. Pardon? Vous le connaissez? Il ne connaît pas au Cameroun le Madoff camerounais d'aujourd'hui, celui qu'on a surnommé le Madoff camerounais, du nom de Emmanuel Legault, un fonctionnaire du ministère camerounais des Finances. Il était le directeur du service informatique, c'est lui qui gérait le réseau, le fichier solde de l'État. Donc voilà. C'est quelqu'un. C'est un milliardaire. C'est un milliardaire qui s'est enrichi de façon inédite. Parce que lorsque le ministre des Finances, le ministre qui a été nommé en 2019 au ministère des Finances, il a décidé, qui est par ailleurs un neveu du chef de l'État. Donc c'est un ministre qui sort un peu du lot de tous les autres parce que malgré qu'il soit neveu de l'État, on dit de lui qu'il travaille, qu'il bosse. Donc il a décidé d'assainir le fichier solde de l'État parce qu'il pense que l'État par mois dépense énormément. Il y a des fonctionnaires qui ne sont pas à leur lieu de service. Des fonctionnaires fantômes, comme on dit. Voilà, des fantômes. Il y a des gens de la diaspora, aux États-Unis, en Allemagne, en France, partout, qui percevaient tranquillement leur salaire, alors qu'ils étaient salariés déjà dans leur pays d'accueil. Donc, ils ne travaillaient pas pour le gouvernement camerounais, mais ils percevaient leur salaire. Et ça vient donc de ces on parle de 2130 matricules de fonctionnaires, sans matricules. Et les salaires tombaient tous les mois et ça entrait dans la couche de ce monsieur appelé Emmanuel Legault. Donc c'est un scandale inédit au Cameroun. 2100 salaires pour une seule personne. Et ça lui faisait 1,8 milliard de francs CFA chaque mois. Ça fait beaucoup. Ça aurait pu construire. Il est en prison. Des hôpitaux, des écoles, des routes, et c'est plus encore. Mais on se demande comment quelqu'un pouvait toucher 2130 salaires sans que son ministère de tutelle ne soit, quel que soit, un peu inquiété. Ça a quand même duré 10 ans avant la découverte de la supercherie. Ça a duré 10 ans. On peut le dire, ça prend un coup sur la tête, hein, Carole. Il a du génie. Il a du génie. Aujourd'hui, on a renvoyé l'affaire, je pense, au mois de septembre de cette année, je crois. Parce que il y a des révélations qui sont faites. C'est un tribunal spécial qui juge l'affaire, le tribunal chargé de juger les détourneurs de deniers publics, le tribunal criminel spécial. Il est accusé donc de détournement de 1,8 milliard de francs CFA. Ah ouais. C'est beaucoup. Okay. Donc il en sort des révélations. Il y a des gens dont je vous disais de la diaspora qui percevaient tranquillement leur salaire pendant 10 ans sans qu'ils ne travaillent pour l'État camerounais. Alors ce monsieur, il faut faire attention, s'il parle,
s'il parle, il risque de dire des choses qui vont faire oui. C'est pour cela que ces avocats sont en train de dire que même s'il l'a fait, il ne l'a pas fait seul. Non. Parce que si c'est resté silencieux pendant des années, ça veut dire qu'il avait des couvertures, il y avait des gens haut placés qui bénéficiaient également de ce détournement-là, et on ne veut pas que ces noms sortent. Donc, imaginez un peu le combat qui se passe derrière le rideau du tribunal criminel spécial du Cameroun. Alors, Adrienne, vous voyez, nos amis en griffe de la Camorra ou je ne sais pas de quelle Cosa Nostra en Italie, ils doivent pas lire. La Drangheta. Ils doivent pas lire devant ce monsieur. N'est-ce pas? Non, ils vont trouver un allié. Ils vont trouver un allié parce que c'est des choses qu'on rencontre régulièrement ici en Italie. Ah oui, là-bas, il y a des durs, des caïds. Oui, des caïds, vraiment. OK. Alors, on va arroser tout ça de musique. Et puis, je peux avoir juste une minute là pour vous raconter. Voilà. En fait, il s'agit d'un homme de 56 ans d'origine ghanéenne, résident à Vérone, qui présentait son examen de code de la route. Oui. Et donc, derrière son masque anti-Covid, il a caché un micro avec une caméra et il avait un complice qui lui donnait les bonnes réponses, Et donc, il a été saisi. Voilà. Décidément. Et donc, la police a saisi cette affaire. Donc, malheureusement, on a ce frère-là, ghanéen, qui va se retrouver en ses eaux encore. Donc, comme quoi que le masque anti-Covid aussi sert à quelque chose d'autre. Donc, derrière le masque, il peut y avoir des choses bizarres. Donc, désormais, il faut regarder bien par deux fois, même dans les classes. Dans les classes, bientôt, c'est les examens. Oui, ce sont les examens, c'est ça. N'est-ce pas? OK. Oui. Alors, c'est des nouvelles pour beaucoup qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas très bonnes. Ici à Dakar, hôpital incendie. Au Cameroun, un monsieur qui part avec beaucoup d'argent, qui aurait pu servir à faire beaucoup d'autres choses, à permettre au pays de se développer. En Côte d'Ivoire... Il n'est pas parti, Il n'est pas parti. Les Camerounais disent que vraiment c'est un génie. Il faut qu'on le libère pour qu'il serve au ministère de scientifique de la recherche, et qu'ils remettent tout simplement cet argent-là parce que le tribunal criminel spécial prévoit la libération de son détenu en cas de restitution du corps du délit. Donc, les Camerounais demandent à ce qu'il soit libéré et que son génie profite à l'État. J'espère qu'ils ne vont pas demander qu'on lui décerne une médaille. Qu'on lui donne une médaille, qu'on le distingue, qu'on le décore. Ce sera peut-être trop demandé, là. OK. Alors, toutes ces nouvelles difficiles, des fois, à avaler, on va les digérer, on va mettre tout ça en musique. Vous connaissez Flavor? Je connais Flavor, le Nigérian. Je connais. Vous aimez la musique? J'aime, oui. OK, nous avons de la très bonne musique ici. Alors, on a entendu beaucoup de choses un peu difficiles. On va arroser tout cela. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, que nous sommes avec vous pour passer un bon moment ensemble. Certes, développer certains thèmes de l'actualité, mais aussi nous abreuver de très bonne musique. Et voici la toute dernière production de Flavor. Je crois que... Oui, on a bien entendu. Heureusement que la musique, elle est bonne, parce que les faits d'actualité qui ont été relatés depuis le début de cette émission sont tous pratiquement négatifs. Ça nous a fait du bien. Un peu de musique pour nous égayer, ça fait toujours du bien. Pour nous faire du bien. C'est ça, exactement. Alors, réveillez-vous. Est-ce que... ici à Dakar, en dehors du mbalard, on danse autre chose? C'est une question que on danse. Quelqu'un m'a demandé de poser, quelqu'un du Gabon m'a demandé de poser. Comme musique traditionnelle sénégalaise ou bien... Non, je sais que les gens aiment bien danser. Il y a beaucoup de gens qui dansent la kizomba. La kizomba se danse beaucoup ici. Ah bon? Il y a aussi, on a eu des breakdancers. Oui. On a eu beaucoup de b-boys ici au Sénégal. Ils faisaient du coupé-décalé, breakdance, coupé-décalé, du zouk, afro-pop, afrobeat. On danse tout ici. OK. On est des grands danseurs. On aime la fête au Sénégal. On aime danser, on aime chanter.
Ça, on est au top. Alors, vivement qu'on arrive à la fin du mois de Ramadan, ça va chauffer? Oui, ça va chauffer, je pense que oui. Comme il n'y a plus de restrictions, le Ramadan sera passé, l'été va arriver, tout le monde va sortir, on va recommencer à danser. Ah, mais il faut faire attention. On en a besoin. Il faut garder masqué, toujours, masque. En respectant les gestes barrières, bien sûr. OK. Alors, mesdames et messieurs, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est la fête du travail. Je vous souhaite une très, très, très bonne fête du travail. Restez en notre compagnie pendant cette émission, comme lors de tous les autres points des programmes de Label Radio et Télévision. En tout cas, nous faisons en sorte de vous contenter et nous avons décidé aujourd'hui d'engager le débat sur la fête du travail qui a un thème bien précis, qui a des sous-thèmes également bien précis, mais qui pose quand même problème. Alors, on y va, on suit ce sujet et puis on fait monter le mercure après à partir de nos discussions. C'est sur le thème « Sortons de la crise en santé et sécurité » qu'est célébrée cette année la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs. Ce thème souligne les enjeux sociétaux soulevés par la crise et se décline en 5 revendications. Premièrement, sortir de la crise avec un travail qui ne nous rend pas malades. Deuxièmement, sortir de la crise avec un salaire décent. Troisièmement, sortir de la crise avec des droits renforcés. Quatrièmement, sortir de la crise avec des services publics forts. Et enfin, sortir de la crise avec un réel engagement environnemental. Il est cependant surprenant que ce thème ne prenne pas en compte les difficultés pour les travailleurs à conserver leur emploi. Les conséquences de la crise du Covid-19 sont telles que de nombreux postes de travail ont été supprimés dans les entreprises quand ce ne sont pas les entreprises elles-mêmes qui ont dû mettre la clé sous le paillasson. Dans tous les pays, la courbe du chômage a pris de plus en plus une forme verticale. La préservation des emplois paraît être donc une préoccupation majeure. Si à cela, l'on ajoute la recherche d'un premier emploi chez les jeunes, pas de doute, le travail constitue un colossal défi, un vrai casse-tête sous l'emprise du coronavirus. Chère Georgette et cher public, on fait comment pour s'en sortir? Alors, il est question de sortir de cette fête-là en bon état, de sortir du coronavirus en bon état. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le coronavirus, il y a beaucoup de complications. L'une des complications, c'est comment conserver son emploi. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, effectivement, le coronavirus a affecté beaucoup de monde. Garder son emploi reste compliqué car les entreprises, il n'y a plus de marché. Ça ne tourne pas vraiment. Du coup, les entreprises ont des restrictions de budget. Beaucoup de gens perdent leur travail. Les gens aussi en Afrique sont beaucoup des entrepreneurs. Donc, les business sont ralentis. Ça devient très compliqué pour beaucoup de personnes, pour la population. Comme ce soit les transporteurs aussi, par exemple, sont beaucoup impactés. Je pense que ce virus nous a montré qu'il fallait qu'on commence à repenser, je pense, des manières de travail, des manières différentes de travailler. Et aussi trouver d'autres solutions pour que les gens soient moins impactés par cette pandémie, en fait. Alors, comment travailler en toute sécurité? Bon, c'est vrai qu'entre vous et moi, il y a 1 mètre. C'est ça c'est la consigne, distanciation physique. Mais au travail, on se côtoie, on se rencontre, on se parle. Comment faire pour que le lieu du travail ne soit pas un lieu de propagation du virus? Écoutez, je pense que ça a été le gros dilemme de tout le monde, en fait, de trouver des solutions pour qu'on puisse retourner travailler sans risque. La première solution a été le télétravail pour les personnes qui pouvaient assurer leur poste en étant chez eux. Dans nos pays, vous savez combien ça coûte, la connexion Internet? Oui, c'est ça. Malheureusement, ici, pour nous, c'est compliqué. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est donc la distanciation sociale, garder les gestes barrières, bien se laver les mains, etc. Et porter le masque. Porter le masque. Et puis, je pense aussi peut-être réduction du nombre de personnes dans les endroits clos. Oui. Ça, bien sûr, ça a une conséquence sur le travail parce que les gens sont moins compétents. Le moral n'est pas là aussi puisque il n'y a plus ces relations sociales qu'on pouvait avoir avant avec nos collègues. Ouais. L'aspect psychologique et mental joue beaucoup en ce moment et je pense que... Donc c'est compliqué. Le coronavirus est venu compliquer... Tout. Alors, OK. Qu'est-ce que vous en dites, Carole? Est-ce qu'aujourd'hui, 1er mai, les travailleurs du Cameroun ont pu défiler? On dirait que le coronavirus est venu là également dire non, quand je suis là, on ne défile pas. Traditionnellement, il y a une grande parade qui est prévue, comme vous le disiez, à partir de 10h sur toute l'étendue du territoire, dans les lieux traditionnels des célébrations de cette journée-là.
mais la fête comme les autres fêtes entre guillemets, hein, depuis mai 2020, c'est-à-dire le 1er mai 2020 jusqu'à aujourd'hui. Toutes les fêtes ont été annulées pour cause de coronavirus. Donc, il n'y a rien, tout est sec là-dedans. Alors, comment est-ce que les travailleurs procèdent-ils pour transmettre leurs doléances à leurs autorités? Bon, cette situation qui n'a été provoquée ni par le gouvernement camerounais, ni par la population, donc c'est quelque chose qui nous est tombé dessus comme cela. Donc, mais n'empêche qu'il faut quand même transmettre des doléances. Il y a toujours un certain nombre de problèmes. Les syndicats restent en éveil. On a perdu Carole. On va vous retrouver tout à l'heure. On va aller à Grand-Bassam, en Côte d'Ivoire. Pulchéry, vous êtes là? Oui, je suis là. Le 1er mai à Grand-Bassam ressemble à quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais que vous allez dire rien. Non, pas forcément rien. Ah, ok. C'est parce que depuis ce matin, j'ai pas mis les pieds dehors. Je compte y aller après l'émission. Mais il faut dire que, comme l'a si bien dit Carole tout à l'heure, toutes les fêtes sont quand même stoppées depuis un an. Donc, la célébration de la fête du travail qui se faisait auparavant avec la participation des travailleurs, de tous les employés des entreprises qui se retrouvaient pour partager un repas et tout ça s'est arrêté à la faute du coronavirus. Oui. Et vous pensez que ça aurait dû être remplacé par quoi? Des discussions par visioconférence? Parce que les syndicats, ils doivent toujours déposer leurs revendications quelque part. Oui, des revendications un peu partout dans tous les domaines, mais bon, toujours en attente de ce que ces revendications apportent fruit. Ok. Je vais aller à Milan. Hein? Vous voulez que je revienne à Douala? Ok, allons à Milan. Prenez votre vol pour Milan. Ceinture attachée, on va à Milan. Là-bas, le chômage frappe également très fort parce que le coronavirus est passé par là. De nombreuses activités ont dû fermer. Oui. En fait, je voulais déjà souligner qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui sont en train de dire, et on essaie de constater que cette pandémie, au fond, c'est comme une troisième guerre mondiale qui s'est abattue sur la planète entière. Et donc on va dire que c'est un compte à rebours au final. Quand ce qui va subsister, chaque État pourra prendre conscience et puis peut-être réorganiser sa propre vie, c'est-à-dire un nouveau départ dans tout ce qu'il y a à faire. Donc, l'année dernière, à pareil moment, c'était la psychose totale parce que bon, l'Italie était le premier pays qui était frappé par le coronavirus. Jusqu'à donc, présent, bon, il y avait... Comment? Jusqu'à présent, non? Oui. Bon, là, actuellement, on a dépassé les 120 000 morts, hein. Et puis, donc, disons que cette année déjà, la psychose, on ne va pas dire qu'elle est complètement passée, mais la population essaie d'affronter la situation d'un autre point de vue, puisque bon, beaucoup de restaurants, beaucoup d'activités ont fermé naturellement. Donc, je sais que déjà avant-hier, il y avait eu le signal qui avait été donné par un certain groupe de syndicats que bon, je ne pourrais pas peut-être citer les noms, mais là, il s'agissait des conducteurs des camions remorques qui ont bloqué toutes les autoroutes. Parce que? Voilà, mais pour revendiquer, pour essayer de revoir les décrets, les différentes lois, comment est-ce que bon, il faut, parce que bon, vous savez qu'il y avait eu l'Union européenne qui a quand même injecté presque 250 000 milliards d'euros
pour pouvoir relancer l'économie. Et donc, bon, il y a ce dispatching-là qui est en train de se faire. Bon, donc, tout le monde est debout parce que, bon, tous les secteurs ne veulent pas être lésés. Tout le monde veut arriver à pouvoir prendre sa part du gâteau, si on peut s'exprimer ainsi. Donc, vraiment, ça bouge en ce moment et le gouvernement du Premier ministre doit vraiment travailler à fond pour pouvoir essayer de venir au bout de cette histoire. Donc, bon, là, déjà, je sais que le Premier ministre, il a quand même dit que je crois que les premiers secteurs qui vont être vraiment déjà boostés, ce serait au niveau de la jeunesse et puis, bon, les femmes qui ont été beaucoup lésées durant cette pandémie. Donc, il va falloir essayer de ne pas vraiment sacrifier cette jeunesse-là et de les aider à trouver peut-être du boulot, même au niveau des examens, puisque les écoles sont restées fermées. Vraiment, il y a de grosses difficultés des défis va falloir vraiment remonter. Donc, bon, voilà. Donc, vraiment, c'est difficile en ce moment et je ne sais pas encore, j'ai pas bien vu le programme, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais que au niveau des agriculteurs et tout ça, vraiment, les gens sont prêts à descendre dans les rues pour défiler, pour vraiment les parades et tout ça, pour revendiquer les droits et beaucoup de choses doivent changer. OK. Alors, cela veut dire qu'il faut s'adapter, hein, c'est-à-dire... il faut revoir toute l'organisation. Hein, oui, il faut tout revoir, parce que surtout au niveau de la restauration. Vous savez que l'Italie, la restauration, je pense que c'est dans tous les grands pays européens d'ailleurs, mais bon, ce secteur... Les pizzas vont disparaître. Comment? Vous n'allez pas me dire qu'une décision va faire disparaître les pizzas. Mais non, mais là, non, si vous saviez ce qui se passe en ce moment, à Rome, il y a un distributeur automatique actuellement de pizza. Ah oui? Oui. Voilà, c'est ça, il faut s'adapter. Donc, voilà. Vous mettez vos jetons dans la machine. Mais voilà, et puis vous commandez la pizza que vous voulez, de la margherita à la Regina et tout ça. Toute chaude? Ben oui, voilà, et vous êtes servi. Ben voilà, c'est ça, il faut s'adapter. Malheureusement, avec l'automatisation des situations là, il y en a beaucoup qui perdent de cette façon leur emploi parce que là, c'est peut-être un travail que des jeunes gens faisaient. Eh bien, ce travail, on met une croix dessus et on met une machine par la faute du coronavirus. Maintenant, il faut dire que les Italiens ne sont pas d'accord, hein. Avec ces machines-là? Non, mais la pizza, il vaut mieux aller à la pizzeria et puis avec demander. Ça, on avait déjà le café, on avait déjà les boissons, les jus et tout. Mais, voilà, mais là, je pense que pour la pizzeria, ça ne tiendra pas. Vous le pensez? Non. Bon, non, ça ne tiendra pas. Il vaut mieux aller à la pizzeria, là prendre toute chose. Si c'est ouvert, quand on voit le pizzaiolo qui met la mozzarella et tout ça, c'est merveilleux. Donc, si c'est ouvert, il n'y a pas de problème. OK. Il faut dire aussi que c'est... Aprion me donne envie de déguster une très bonne pizza en ce moment. Ouais. Pulchérie, c'est pas encore l'heure du déjeuner, hein? Vous avez pris un bon petit déjeuner? Je pense que je le ferai en soirée. Une très bonne pizza, voilà. Ah ouais, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. C'est quoi les bons plats là-bas à Grand Bassam? Qu'est-ce qu'on mange comme bon plat à Grand Bassam? Les bons plats, c'est en tout cas les fruits de mer, les soupes. Ah oui, parce que vous êtes sur la plage. Les bouillons. Oui. Oui, très bon poisson dans les bouillons, vraiment c'est excellent. Avec de la tchèque et du riz et tout ça. Oh, arrêtez, là, vous me faites souffrir. La bassamoise, on a la bassamoise. On a aussi la soupe du pêcheur. De très belles soupes, en tout cas. Alors, bon Paris. Alors, Pulchérie, il ne faut pas nous détourner de notre sujet. Le sujet nous sommes principal. sur la fête du travail. Nous parlons du travail. Alors, il est difficile aujourd'hui de créer des emplois. Sorry. Je reviens à vous tout à l'heure. Hein, Guito? Il est difficile de créer des emplois aujourd'hui. Déjà, ça l'était avant le coronavirus. Et avec le coronavirus, alors là, c'est catastrophique. Effectivement. Vous avez entendu parler du conseil présidentiel organisé par le président Macky Sall il y a environ une semaine, une dizaine de jours, pour permettre aux jeunes d'avoir accès à des emplois à partir de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai entendu parler de ça, Ben, je pense que c'est une initiative qui est bien et correcte et qui serait temps en fait de s'intéresser vraiment aux jeunes et à ce qu'ils vont faire après leurs études parce qu'on a un taux de chômage très élevé. Il n'y a pas de travail pour les jeunes ici et je pense qu'il est important de
les aider et de les accompagner justement dans l'entrepreneuriat et dans le salariat. Ok. Alors, donc, le temps est donné, hein, n'est-ce pas? Avec le coronavirus, il y a beaucoup de choses qui ont été bouleversées. Eh bien, il faut que partout, dans tous les secteurs d'activité, eh bien, l'on pense à revoir les choses, à les réorganiser en tenant compte désormais du coronavirus. Cette année, il faut pouvoir sortir de ce coronavirus-là en bonne santé, si on est travailleur. Et puis, il faut croiser les doigts pour que nos autorités fassent preuve de la plus grande ingéniosité pour proposer des solutions à ces blocages qu'on constate, parce que la vie ne s'est pas arrêtée. Malgré tout, il faut pouvoir offrir des emplois, et ça, c'est un véritable casse-tête. On aura l'occasion de revenir sur cela dans d'autres éditions de notre émission. Un peu de musique encore, ça vous dit? C'est parti, encore la musique. Ok, alors Adrienne, on va vous coloniser avec de la bonne musique sénégalaise, n'est-ce pas? Ah, je vois que Carole est là, elle est de retour. Genre vraiment, on a coupé le courant. Monsieur Georges. Je vous ai dit de ne pas parler trop fort. On a coupé le courant, Vous avez parlé trop fort. Oh là là. Hein, on va demander pardon à la compagnie d'électricité. Hein. Laissez-nous aller jusqu'au bout avec Carole, n'est-ce pas? Alors, vous étiez en train de parler, de dire quoi concernant la fête du 1er mai? Rapidement. Carole? Pardon? Vous étiez en train d'intervenir quand il y a eu cette coupure sur le 1er mai, sur la fête du travail. La sécurité au travail. Oui, donc je disais que le ministre camerounais du Travail et de la Prévoyance sociale, c'est comme... Bon. Il ne faut pas vous laisser aller jusqu'au bout. Hein. Bon, nous, on va vous proposer de la bonne musique, mettre tout le monde d'accord, hein, encore une fois, avec de la musique. Nous avons choisi une grande dame, une bonne chanteuse du Sénégal qui s'appelle Aïda Samb. Vous la connaissez? Oui, je connais un peu. Ok. Elle chante un morceau qui s'appelle Madolo. Il ne faut pas faire trop de mal, il ne faut pas faire trop de choses négatives. Il faut aller plutôt dans le positif. Madolo, Aïda Samb. Voilà, c'est la fête du travail, on ne peut pas défiler, mais on peut quand même se faire plaisir avec la très bonne musique sénégalaise, et c'est ce que nous avons décidé de faire. J'espère que là où vous êtes, quel que soit l'endroit, que vous soyez ici au Sénégal, ou au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso, au Gabon, au Cameroun, etc. Eh bien, j'espère que vous êtes bien connectés sur Label Radio et Télévision. C'est votre chaîne panafricaine internationale, ne l'oubliez pas. Et nous sommes en pleine émission, ça va chauffer. Dans quelques jours, dans les prochaines éditions de cette émission, nous vous donnerons la parole. Nous allons ouvrir le téléphone et faire en sorte que, eh bien, vous puissiez vous exprimer et vous prononcer sur les différentes thématiques que nous proposons. Maintenant, nous allons prendre le temps de vous proposer quelques repères culturels. On appelle ça dans cette émission le zigzag culturel. Et prenez note si vous le voulez bien et soyez attentifs. Normalement, à la suite de cela, il y a des gags pour changer un peu de mine, parce que rire, ça fait du bien. Rien qu'en France, quelques 150 000 œuvres africaines se trouvent dans les réserves des musées. Le travail de restitution a commencé en Europe à très petits pas. Le mouvement semble désormais inexorable. En mars, l'université écossaise d'Aberdeen annonçait la restitution au Nigeria d'une tête en bronze acquise en 1957 et représentant un Oba, un roi du royaume du Bénin. Le même mois, le Humboldt Forum à Berlin, sous le feu des critiques, envisageait le retour des 440 bronzes qu'il détient. En avril, c'était au tour de Horniman Museum de Londres d'engager le dialogue pour le retour de 15 bronzes issus de ce même état précolonial situé dans le sud de l'actuel Nigeria. Pour Abuja, qui a émis des demandes de restitution depuis les années 1970, cette mobilisation, certes tardive, sonne comme une victoire.
Un peu de lecture fera du bien à tous avec Habitant de nulle part, originaire de partout, un recueil de poésie de Souleymane Diamanka. Serre-toi, rince-toi l'oreille et l'invitation généreuse de Souleymane Diamanka, le slameur franco-sénégalais adepte de l'oral-littérature. En parcourant ce recueil, il manquera peut-être de la musique, mais la lecture silencieuse de l'ensemble apporte la confirmation de ce que la musique est à l'intérieur, dans la langue même. Cette langue, c'est le français, mais le peul bordelais Souleymane Diamanka, réinstallé à Dakar, l'avait déjà nuancé en déclarant, concernant un de ses précédents livres intitulé « Complicité », « J'écris en français dans une langue étrangère ». L'idée du métissage qui crée la rencontre de différentes cultures imprègne aussi ce nouvel ouvrage. Dans Habitant de nulle part, originaire de partout, Diamanka célèbre en effet d'un même souffle le nomadisme de ses ancêtres et l'appartenance à une communauté sans limite ni bord, celle de l'humanité. Les artistes nigérians sont réputés pour leur extravagance à dépenser des sommes faramineuses rien que pour des bijoux chers, c'est-à-dire des montres, des chaînes, des bracelets en or ou en diamant. Le jeune chanteur nigérian d'afrobeat, de pop et de rap Divine Ikubor, mieux connu sous le nom de Rema, a dépensé la folle somme de 15 millions de naira pour acquérir une chaîne en diamant. Le signataire de Maven Records, âgé de seulement 20 ans, s'est rendu sur Instagram pour afficher sa chaîne en diamant nouvellement acquise, sans défaut et qui lui va sans aucun doute. L'emplette de Rema n'est pas passée inaperçue puisque plusieurs internautes ont marqué leur totale désapprobation. Quel gâchis quand la faim est présente au Nigeria. Ces 15 millions de naira peuvent construire un bon centre de santé dans un village. Génération très improductive, les personnes qui fabriquent ces chaînes ne les portent pas et les milliardaires en dollars ne portent pas de chaînes coûteuses. Le complexe d'infériorité des Noirs est déchirant. Autant de critiques et réprimandes sur lesquelles le talentueux Rema devra réfléchir désormais avant d'effectuer une dépense. Pourquoi Souila Malem refuse de jouer dans des films français? Malgré de nombreuses sollicitations pour figurer dans des courts-métrages français, l'actrice algérienne, 32 ans, a toujours refusé les offres en raison des scènes osées. Elle a expliqué que certaines scènes ont seulement pour but d'attirer les téléspectateurs du petit écran et de faire le buzz et n'ont donc aucun but artistique et que tout ça ne pourra rien apporter de nouveau à son parcours d'actrice. Elle dit détester le plus les scènes parachutées qui viennent de nulle part. Ok, c'est passé très vite, hein, nos gags. On espère que la prochaine fois, ça va s'installer de façon durable et qu'on pourra véritablement éclater de rire. Ok, des informations donc sur le plan artistique et culturel. J'espère que vous les avez notées. L'Afrique bouge. En tout cas, sur ce plan-là, on ne peut pas dire que ça ne bouge pas. On ne peut pas dire que ça ne marche pas. La littérature, la musique, comment on va dire, la sculpture, le cinéma, ça bouge dans le bon sens en Afrique. Maintenant, les grands problèmes, c'est au niveau politique et au niveau économique. Ouais. Alors, cela nous permet de glisser pour vous proposer maintenant notre rubrique méritocratie à cette émission. On célèbre le mérite. Tout à l'heure, toutes les informations que les unes et les autres avaient données, c'était vraiment des choses difficiles à avaler. Mais ça, je crois que ça fait du bien. Oui, c'est un bon sujet, effectivement. Ouais. Un retour, alors, je vous laisse l'annoncer. Donc, c'est la méritocratie. Donc, c'est Greg Foster. Greg Foster, il est sud-africain. Réalisateur sud-africain qui a eu le prix du mérite pour son documentaire. Oui. C'est ça, à Cannes, aux Oscars. Aux Oscars. Aux Oscars. Aux États-Unis, c'est lundi dernier. C'est ça. Il a remporté le prix du meilleur documentaire, et ça, c'est très important. Donc, le prix du meilleur documentaire est revenu à l'Afrique, et Greg Foster est un Sud-Africain. On lui tire le chapeau, mais déjà, nous vous proposons des extraits de ce qu'il a su faire. L'intitulé du film, c'est My Octopus Teacher. My Octopus Teacher. Quelques extraits pour expliquer comment Greg Foster a remporté ce grand succès. Et pour essayer de nettoyer les mers et tout ça. Donc, bon, ça fait plaisir de voir qu'il y a tous ces animaux qui sont encore là. Et ça fait plaisir. C'est mon monde à moi. Surtout, les mers ne doivent pas être des lieux de dépôt de tout ce qu'on a consommé. Voilà. N'est-ce pas? Les plages sont-elles belles à Grand Bassam, Pulchérie?
Oui, à Grand Bassam, les plages sont très belles. C'est vrai que des fois, il y a toujours des personnes, là, il y a toujours ces personnes qui malgré les interventions, on vous dira de ne pas salir, de ne pas jeter des ordures dans les mers ou au bord des plages, mais il y en a toujours qui le feront. Mais il faut dire que Grand Bassam a quand même de très belles plages, les plages d'ici, c'est-à-dire le quartier France, là, il y a de très belles plages là-bas. Vous êtes prête à enfiler une tenue c'est vraiment magnifique. Et à faire de la plongée? C'est vraiment magnifique. Moi, je ne savais pas que je me retrouverais un jour dans la ville de Grand Bassam, mais c'est quand même très, très joli. Et pour revenir à notre confrère Greg Foster, nous lui disons grand bravo, parce que c'est quand même de la réalité de voir qu'un être humain tisse un lien aussi sacré avec un animal. Wow. Alors, et là, dans le commentaire, j'ai entendu dire que ça lui donnait l'occasion en même temps de se performer en tant que père. Donc, il faut dire que c'est une réalité. Et nous le félicitons, nous disons bravo pour son prix. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Vous êtes prête à enfiler une tenue et puis faire de la plongée sous-marine? Moi, oui, je réponds à sa place. Oui. Il dit quoi? Mais qu'est-ce qu'il a dit, M. Georges? Je n'ai pas entendu. Il faut que je réponde aussi. Oui, alors, Carole, allez-y déjà. Carole, oui, moi, je le ferai. En fait, est-ce que tu es prête à enfiler la tenue marine pour fouiller au fond des mers? J'ai répondu à ta place. Je suis sûre que tu allais dire oui. Oui, c'est-à-dire que si j'enfile tout cet arsenal tous ces vêtements-là, c'est vrai que ça me protège. C'est vrai que aussi les grandes pattes qu'on a là nous permet de voler en dessous de la mer. Je pense que je pourrais le faire. En tout cas, pour découvrir tout ce qui se cache sous la mer, je peux le faire, oui. Grâce à Pulchéry, bientôt on saura ce qu'il y a dans les profondeurs de l'océan Atlantique à Grand Bassam. Le Grand Bassam, comment déjà par les plages de Oui, Georges. Oui. Attends. Oui, je voudrais juste m'excuser parce que je me suis trompée en disant Greenpeace, c'est Greenpeace. Greenpeace, yes. OK. Greenpeace. Il n'y a aucun problème. Et vous êtes prête à le faire? Il y a de très, très belles plages à Grand Bassam, à Dakar. Oui, j'aimerais beaucoup faire de la plongée. C'est genre, on dirait que vous avez la nostalgie de très belles choses. Oui, mais... On vous attend à bras ouverts. Mais je suis en train de découvrir Dakar. Je n'ai même pas encore commencé. En tout cas, Dakar, vraiment, il y a de tout. Et je profite en même temps pour faire un petit coucou à toute la communauté sénégalaise, un petit coucou à Youssou qui a ouvert une très grande entreprise d'imprimerie et qui emploie en même temps 2000 jeunes. Vraiment, c'est à féliciter. Vous êtes branché? Oui. OK, c'est très bien. En tout cas, l'effet qui m'a marqué également ici, c'est les plages. Des plages aménagées, on peut tirer le chapeau quelqu'un qui pense aux prises du travail, du boulot, c'est... OK, d'accord. Alors, c'est Bintou qui a la parole maintenant, qui va nous parler un peu des plages du Sénégal. Oui, surtout de Dakar. De Dakar. Bon, alors si on parle des plages de Dakar, je pense... Je sais que Carole les connaît parce qu'elle a vécu ici. Ah, donc elle est... Je suis la seule qui ne connaissait pas Dakar. Donc, expliquez-moi. Racontez-moi. La corniche, là-bas, c'est super. C'est vrai. La corniche. On a de la chance. On a de la chance d'avoir vraiment de très, très belles plages ici. Malheureusement, je pense que le problème ici à Dakar, c'est qu'elle commence à être un peu trop polluée. Ah bon? Oui, un peu trop polluée. Polluée par quoi? Par les hommes, par les industries qui déversent dans les plages. Et on est en train de se battre, par exemple, je sais, il y a une plage au Mamel, ils veulent installer une usine là-bas, les gens sont en train de se battre pour préserver en fait la plage et le peu de plage qui reste aujourd'hui dans Dakar en tout cas. Mais à l'extérieur, dans le Sénégal, c'est vrai qu'après si on va vers Saint-Louis, Popenguine, etc., on a des côtes magnifiques. Ouais, OK. Adrienne, ça vous dit, j'espère que vous allez... prochaine destination, le Sénégal, c'est le pays où les... Oui, prochaine destination, Abidjan, Dakar, Yaoundé, c'est ça? Douala. Douala. Là, on est pressé de... Il faut que la caméra nous reçoive bien même. Il y a du poisson braisé et des alocos ici, des achetés. Ce que vous voulez en Afrique, que vous avez ici au Cameroun. Ça suffit. Ne me rendez pas malade. Écoutez, vous entendez très bien tout le monde dire que le Cameroun, c'est l'Afrique en... Vous savez que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Dans tout ce que vous voulez, du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est ici. C'est bizarre, donc, je vous attends.
C'est bizarre, D'accord. mais j'entends ça dans chaque pays. Bintou, Au Gabon, on nous disait... moi, quand je vais arriver à Dakar, tu seras mon guide pour me faire découvrir tous les bons plats de Chep Jen. C'est ce qui me manque. Plaisir. Les bons plats, les bonnes sorties, tout ce que tu veux. Avec plaisir, je t'attends. Voilà, ça marche. Alors, finalement, tous les pays africains sont, je crois, très hospitaliers, ouverts aux autres peuples. Vraiment. Ok. Alors, il ne faut pas qu'on oublie qu'on doit célébrer notre ami Craig Foster et on propose de la bonne musique sud-africaine avec une chanteuse qui s'appelle Freshly Ground. Elle chante I'd Like. J'espère que vous allez aimer. Ceux qui sont un peu troublés, eh bien, ça va leur permettre de retrouver leurs esprits. Et c'est un peu dans le ton de ce documentaire qui vient de remporter la Palme d'Or aux Oscars 2021. Elle s'appelle, il faut que je vous donne son nom, Freshly Ground. Elle chantait I'd Like et c'était pour vous, c'était pour saluer les mérites de Craig Foster qui vient de remporter la palme du meilleur documentaire aux Oscars 2021. Craig Foster est un Sud-Africain. On était content, mais vous allez dire, on était content et puis c'est de courte durée. Voilà que voici un autre sujet qui fâche, cette histoire de faux médicaments qui a remué Dakar et Abidjan. Et c'est sûr, Carole ne me dira pas que Yaoundé, Douala ne sont pas concernés par ce problème des faux médicaments. Allez, on y va. Occasion encore tout à l'heure de discuter. À Dakar, au Sénégal, il y a quelques jours, face aux enquêteurs de la sûreté urbaine, des suspects de présumés trafiquants de médicaments auraient reconnu leurs méfaits. Ils ont présenté un ressortissant chinois comme le cerveau de leur deal, un sale business qui fonctionne depuis 2018. Pour fructifier son business, le Chinois s'appuie sur 2 complices, 2 pharmaciens sénégalais pourtant assermentés, mais grassement payés par lui. De vrais pharmaciens transformés en de vulgaires trafiquants de faux médicaments. Incroyable. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, il y a quelques jours, ce sont les agents de la lutte contre la criminalité transnationale qui ont découvert à l'arrière d'une imprimerie, dans un quartier huppé, une véritable usine clandestine de fabrication de faux médicaments d'une valeur de 500 millions de francs CFA. Parmi ces faux médicaments, des solutions injectables. Le propriétaire de cette usine, un autre ressortissant chinois, écoulerait ces produits avec la complicité de pharmaciens ivoiriens. Ces 2 exemples, l'on pourrait les enregistrer dans n'importe quel autre pays d'Afrique subsaharienne. Le phénomène des faux médicaments prend désormais des proportions inimaginables et inquiétantes, avec de plus en plus l'implication de pharmaciens, de douaniers et de policiers. Avec la présence du coronavirus, les populations ne courent-elles pas à la catastrophe? Les pays africains sont-ils devenus si impuissants? Quoi faire pour éradiquer ce fléau, ou tout au moins l'empêcher de prendre autant d'ampleur? Chère Georgette et cher public, à vos commentaires et propositions. La question vous est posée, je suis sûr que Carole est prête à répondre parce qu'on a parlé de Dakar, on a parlé d'Abidjan. Il suffit d'enlever le nom de ces 2 capitales pour mettre Yaoundé et Douala et puis c'est la même chose, n'est-ce pas? Cette affaire de faux médicaments, vraiment, c'est de trop, quoi. Je pense que c'était au mois de mai 2020. Au mois de mai 2020, un groupe de trafiquants a été arrêté dans leur usine. Je pense que ce groupe a été trahi par quelqu'un qui avait été déçu ou alors lésé dans les affaires chloroquine. Vous savez qu'au début du coronavirus, lorsque nous avons commencé à enregistrer les premiers cas de coronavirus et que les scientifiques disaient que le principal traitement à cette pandémie-là était la molécule, la chloroquine, qui était utilisée dans le protocole de traitement des patients atteints de Covid-19. Donc, la chloroquine qui était bannie, je pense, dans plusieurs États européens, même ici en Afrique, il y avait quand même des pharmacies qui en avaient encore parce qu'on disait que la molécule était dangereuse pour la santé.
eh bien, il y a certaines, c'était une ruée dans les pharmacies, les populations qui cherchaient à s'approprier de ce médicament-là, la chloroquine. Ont commencé elles aussi à fabriquer de la chloroquine, mais avec de la farine de couscous, de la farine de manioc. Oh mon Dieu. Donc, on a retrouvé cela avec cartons de médicaments, plein de cartons de ces médicaments, de ces faux médicaments de chloroquine-là sur les marchés. Les gens en consommaient en quantité. Imaginez le nombre de malades, même ceux qui n'étaient pas encore malades, parce qu'on prenait de la chloroquine. À cette époque, il y avait encore de la frilosité. La pandémie venait d'atterrir dans le continent. Donc, c'est tout le monde qui cherchait la chloroquine. Imaginez donc combien de personnes se sont ruées à ces médicaments-là, n'étant pas des scientifiques, on ne pouvait pas savoir qu'est-ce qui était le faux médicament et qu'est-ce qui était le vrai médicament. Donc, on prenait comme cela de la poudre de manioc, la poudre de blé et tout cela pour se prévenir. C'était encore utilisé comme la prévention. C'était encore utilisé en prévention. Donc, imaginez le nombre de... Pardon? Ce qui est bizarre, Carole, c'est que tel que les trafiquants procèdent, cela veut dire qu'on peut fabriquer de vrais médicaments sur le continent. Oui. C'est pour cela qu'on se demande bien... je ne sais pas les brevets. Pourquoi... je n'ai pas envie, vraiment, je n'ai pas envie de dire que pourquoi nous sommes forts quand il s'agit de fabriquer des choses qui ne nous avancent pas, alors que nous avons des talents pour être au même pied d'égalité, pour avoir notre voix au concert des nations. Il y a le vaccin contre le paludisme. Nous sommes encore en train de prier pour que ceux qui ont découvert le vaccin contre la COVID-19 en si peu de temps, on se demande pourquoi ils n'avaient pas découvert, ils n'ont pas encore découvert le vaccin contre le paludisme qui continue à décimer les enfants. Ouais. Ok, Carole, je vous retrouve tout à l'heure. La liaison n'est pas très bonne. On vous entend, mais on ne vous voit pas. On va aller de l'autre côté, en Italie, retrouver Adrienne. Adrienne, oui. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ce phénomène? Nous sommes vantés, Covid-19, d'une manière ou d'une autre, parce que c'est naturel. Alors, je prends maintenant Adrienne. Adrienne, allez-y. Oui, on avait l'habitude d'utiliser, de consulter le média et tout ça. Donc, je pense qu'on a beaucoup de talent, on peut utiliser ce talent pour faire quelque chose qui peut grandir le continent quand même. Bien sûr. Merci beaucoup, Carole. Adrienne, c'est à vous. Oui, je voulais juste ajouter que ce n'est pas que les pays africains qui sont confrontés à ce problème. Le 24 mars dernier, il y a eu un réseau qui a été démantelé même en Europe ici, c'est-à-dire il y avait le trafic entre l'Italie et la Grande-Bretagne. Voilà, c'était des médecins italiens qui prescrivaient donc ces médicaments, les médicaments pour lutter contre le Parkinson et l'épilepsie, et donc qui étaient acheminés vers la Grande-Bretagne. Il y avait donc un grossiste là-bas qui après se chargeait de revendre ces produits-là. Donc, bon, il a fallu, c'est depuis fin 2018 que, ils ont eu écho de ce trafic. Donc, les enquêtes ont été menées jusque-là et c'est seulement le 24 mars, là, que, tout le réseau a été démantelé. Et c'est pour vous dire que, c'est un peu partout, c'est le monde entier qui est touché. Surtout en Europe ici, Internet a encore aggravé la situation parce que, avec la vente en ligne, n'importe qui peut se mettre derrière la toile, se faire passer pour un pharmacien et puis pour proposer tous les produits qu'il veut. Ouais. Donc, c'est pas seulement que l'Afrique, c'est dur. Quelles sont les solutions qu'on peut proposer selon vous? Y a-t-il d'abord possibilité d'avoir des solutions? Non, je n'ai pas compris. Quelles sont les solutions face à ce fléau? Voilà, il faut, face à ce fléau, comme c'est... Je crois que il faut, dès qu'il y a l'organisation, ces malfrats là qui sont en train de se préparer, s'il y a des gens qui peuvent, s'il y a des gens qui peuvent dénoncer, faut leur attribuer le thème qu'il faut, qui va avec. Moi, vous me connaissez, vous savez que c'est comme ça que moi je vois les choses. Donc il faut commencer déjà à les traquer. Les appels sur écoute et puis tout doucement on va y arriver et puis comme je dis
Je sais qu'il y a la convention, je crois, je sais pas comment ça s'appelle, la justice contre les médicaments et tout, je sais pas, c'est Medicrime ou quoi. Bon, il faut qu'il y ait, que les peuples essaient de se mettre en accord et puis bon, former cette convention-là et puis bon, faire appel à Interpol et suivre tous ces démarches, ces trafics-là de près. C'est de cette façon qu'on peut essayer d'arrêter un peu le système. Et c'est toujours les Chinois, je vous dis. Et c'est pas seulement au niveau des médicaments, parce que l'Italie, vous savez, l'Italie, avec tous les grands couturiers. On n'a rien de particulier contre les Chinois. Non, on n'a rien de particulier contre eux, mais ce sont eux qui sont toujours, malheureusement. Et donc, même, il y a des réseaux, vous savez, comme je dis, avec les grandes maisons de mode ici, on a retrouvé des entrepôts où, malheureusement, ces Chinois étaient entassés les uns sur les autres comme des machines qui travaillaient à la chaîne pour produire la nouvelle saison qui sortait. Je ne dirais pas la marque, mais eux, ils étaient en train de sortir tout ce qu'il fallait et en avance sur le marché. Bon, donc tout ça, ça a été saisi, on a brûlé. C'est dommage que c'est toujours eux. OK. Alors donc, comme je le disais, rien contre les Chinois, mais ça, c'est ceux qui sont dans le négatif. Mais il faut dire qu'ils sont nombreux quand même, les Chinois, à faire de bonnes choses, à proposer de... Oui, à proposer de bonnes choses, mais bon, attention. Attention tout de même. Attention. Alors, Pulchéry, qu'est-ce que vous dites? On avait demandé dans les campagnes de sensibilisation et d'éducation aux populations de ne pas acheter les médicaments n'importe où, mais quand les pharmaciens s'en mêlent, c'est compliqué. C'est justement là le problème quand les personnes même censées de stopper ce phénomène-là s'y mettent. Je trouve qu'il y a un problème. Ça devient plus compliqué. Il y a un très sérieux problème. Alors, les sensibilisations, faudrait plus axer les sensibilisations plus dans le domaine même des pharmaciens. Parce que je me souviens bien, quand j'étais résidente à Boaké, il y avait un pharmacien dans notre quartier, je ne dirais pas le nom de sa pharmacie ni son nom, mais qui pratiquait ce fléau-là. Ah bon? C'est-à-dire, il était avec les personnes qui vendent les faux médicaments au marché et tout ça. Il prenait ces médicaments et les remettre dans sa pharmacie. Et plusieurs fois, on l'a dénoncé. Alors ça, c'est vraiment pas bien. Moi, je suis un peu de l'ancienne appel. En même temps, c'est vrai que ça a eu lieu au Sénégal. Ces pharmaciens ont été interpellés. Je pense qu'ils ont été menottés, mais j'ai vu des images tout à l'heure. Oui. Mais il faut plus centrer la sensibilisation. Là, il faut l'axer plus encore sur le volet médical. C'est-à-dire mettre plus d'accent dans ce volet. OK. Il faut beaucoup interpeller les pharmaciens, les médecins, tout le monde, parce que je pense que c'est eux-mêmes qui font que ce fléau-là se propage. C'est bien noté, c'est malheureux. Mais Georges, je ne sais pas si tout ça aussi est causé par la fabrication des génériques. Hein. Bon, un générique, c'est pas un faux médicament. Non, c'est pas un faux médicament, mais bon, vous savez, l'un dans l'autre, quand on fait les génériques, donc quelqu'un d'autre aussi fait les génériques. OK. Maintenant, on va prendre l'avis de Bintou. Bintou, qu'est-ce que vous en pensez? Dans le temps, on était en train de faire de la sensibilisation en direction des populations. Maintenant, s'il faut sensibiliser encore les pharmaciens, ça veut dire qu'on est perdu. C'est ça. Je pense que le problème est plus profond que ça. À mon avis, c'est que si les pharmaciens en arrivent à tremper dans ce genre de réseau, c'est qu'ils doivent avoir aussi des raisons financières. Je pense que du fait des salaires qui sont bas, les pharmaciens sont parfois amenés à arriver à ce genre de magouille pour essayer peut-être de s'en sortir. Et c'est ce qui se passe aussi avec, parce qu'on a parlé aussi dans le réseau qu'on a démantelé ici au Sénégal, les douaniers et des policiers qui ont été mis en cause. Et je pense qu'en fait, c'est le même problème, c'est que c'est des gens qui ont des salaires qui sont très bas. Et je les excuse pas parce que vraiment... Ils ne sont pas les seuls à avoir des salaires bas. Voilà, tout le monde. Et ils ont cherché peut-être la solution de facilité en... Et puis, est-ce que c'est vrai qu'ils ont vraiment des salaires bas par rapport à l'ensemble de la population? Je vais pas m'avancer, mais bon, on n'a pas le top des meilleurs salaires ici au Sénégal. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi aujourd'hui. Mais n'empêche que c'est pas une raison. Ah non, ça, c'est pas une raison. Ça, je suis d'accord. Comment faire pour sensibiliser des pharmaciens? Les pharmaciens? Ça va être compliqué parce ça que va être compliqué, je pense. Mais je sais qu'il y a eu un accord, je crois que ça s'appelle l'accord de Lomé, si je me trompe pas, qui a été fait entre 7 pays africains, dont le Sénégal,
Il y a l'Ouganda, le Mali, je pense, où ils essayent justement de démanteler donc les réseaux et d'essayer de trouver, de collaborer ensemble en fait pour arrêter ce genre de trafic au niveau de la douane, des législations, etc. Donc peut-être que ça portera ses fruits. Peut-être. Donc un grand point d'interrogation. Et c'est sur ce point d'interrogation que nous allons nous quitter. Mesdames et messieurs, j'espère que nous vous avons bien servi et j'espère que vous serez des nôtres la semaine prochaine pour un autre numéro de Ça va chauffer. On va se quitter bien en prenant la direction de Bamako avec un groupe qui s'appelle Songoy Blues et qui vous propose justement Bamako. Donc nous sommes au Mali. Bonne fête du travail à tous les Maliens, à tous les Africains et merci beaucoup Bintou, merci beaucoup Carole, merci beaucoup Pulchéri, merci beaucoup Adrienne et merci beaucoup à vous d'être restés en notre compagnie. Au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir.